Et les situations compliquées sur le terrain auxquelles je vais participer, c'est par exemple l'arrestation de ce géant trafiquant qui s'appelle Koné, qui est le bienfaiteur d'un quartier. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai vraiment eu peur. À ce moment-là, je me suis dit, je vais mourir. Podcast Story réel. On va l'arrêter à 6h du matin. Enfin, on va fouiller d'abord sa maison à 6h du matin, jusqu'à découvrir, je crois que c'était 300 kilos d'ivoire qui étaient cachés sous son lit. Ça nous prend à peu près 1 heure, qu'il est déjà 7h. On est à Abidjan, tout le monde est déjà levé à 7h du matin. Beaucoup de gens vivent des largesses de ce criminel parce que souvent les criminels africains distribuent de l'argent aux gens de leur quartier, pas seulement à la famille. Ces gens-là vont vouloir le protéger. On est parti en courant parce qu'il faut savoir, à ce moment-là, on est dans une sorte de patio, un peu à l'espagnol, sauf qu'il y a toutes les maisonnettes des habitants tout autour. On est dans un endroit vraiment pas luxueux. Beaucoup de grands trafiquants vivent de manière très humble et c'est une très bonne tactique, d'ailleurs, pour pas se faire repérer. On sort en courant de cet endroit. Je me souviens que je commençais déjà à avoir peur parce que je voyais toutes ces femmes qui pleuraient et tous ces jeunes qui braillaient, tous ces enfants qui braillaient. Mais je me disais, je peux tout à me faire poignarder par une femme. Et à ce moment-là, Koné demande à uriner. Je le prends pour un gag et puis je continue et je vois mon ami adjudant qui lui permet d'uriner à ce moment-là et qui va nous faire perdre quelques précieuses secondes. Et une fois que le trafiquant finit d'uriner, il faut qu'on rejoigne à toute vitesse la voiture parce qu'on commence à être en danger. Il commence à y avoir beaucoup de monde et ça devient très probable qu'on puisse se faire poignarder. Et on part en courant vers la voiture et c'est là qu'on voit en face de la voiture, on n'est pas encore dedans dans la voiture, on voit un groupe énorme de jeunes qui sont en train de courir vers nous. Alors cette fois-ci, c'est des jeunes adultes entre 20 et 25 ans. Il n'y a aucune chance qu'on leur résiste. Il n'y a vraiment aucune chance. Et on arrive à rentrer dans la voiture in extremis et à démarrer en trombe pour fuir le quartier. Mais les jeunes nous jettent des pierres. Enfin, c'était vraiment in extremis. Si on se faisait attraper, là, il y avait peu de chances qu'on en ressorte vivant. Je m'appelle Jean-Claude Vignoli, je suis suisse. J'ai passé plusieurs années à combattre pour les droits humains à Genève et dans le monde. Mon activité était principalement de travailler avec des diplomates, avec des membres de différents gouvernements. Tout d'un coup, je me suis retrouvé en Afrique à vouloir protéger les animaux. En 2015, par hasard, je découvre qu'il y a une formation contre-braconnage dans le plus grand parc animalier du Kenya, qui s'appelle le parc Tsavo. Et je m'y rends, je vais passer 2 semaines dans ce parc-là, à côté des lions et des girafes et des buffles, à essayer de débusquer des braconniers. Et un jour, je tombe sur une carcasse d'éléphant qui va vraiment me remuer parce que je vois que l'éléphant a encore une défense. Je m'enquiers auprès de mes amis rangers dans le parc, mais pourquoi est-ce que cet éléphant a encore une défense? Et là, on m'explique que simplement les braconniers arrachent la première défense et s'en vont pour éviter d'avoir à croiser des rangers. Et s'ils voient que personne ne vient dans les jours suivants, ils vont aller extraire la deuxième défense. Alors là, la deuxième défense, en général, elle est enlevée quand l'éléphant il est déjà mort. Mais la première, elle est enlevée alors que l'éléphant est seulement agonisant, parce qu'il a été dans ce parc-là en particulier. Très souvent, ils sont juste empoisonnés et ils mettent des jours à mourir. Et je me dis, pour 30 à 50 kilos d'ivoire, même pas, ce géant de la savane, c'est presque 5 tonnes de vie sont mises à mort. Ce géant va agoniser des jours durant simplement pour un trophée ridicule qui va être vendu quelques centaines de dollars en Asie, en Europe ou bien aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est très éloigné de mes habitudes. Moi qui suis en costume cravate, moi qui fais un travail somme toute relativement protégé, j'essaye de protéger les autres, mais moi-même je suis en Suisse dans une situation un peu confortable. Il faut que je prenne la décision de quitter une ONG que j'ai cofondée et ça va prendre le temps de mûrir. Je vais passer une année et demie à réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire. Je suis mis en contact avec le fondateur du réseau Eagle, qui est un réseau d'activistes qui met en prison les trafiquants d'espèces animales.
C'est une organisation assez particulière puisque non seulement elle infiltre les réseaux criminels, mais en plus, elle arrête, elle va s'assurer que ces criminels sont poursuivis et surtout, elle va combattre la corruption. Il faut savoir que la corruption, comme dans tout domaine criminel, est l'huile de coude qui permet à ces réseaux criminels de fonctionner. Ça reste une ONG, donc l'organisation non gouvernementale, donc qui ne répond pas à des gouvernements, mais qui répond à des valeurs. Ma formation, elle dure en général 6 mois. Je vais passer en réalité 4 mois à faire cette formation. Et alors que je suis dans un parc animalier pour me ressourcer, parce que c'est une formation relativement intense, on me contacte pour que j'aille immédiatement en Côte d'Ivoire. Et je m'y retrouve 2 jours plus tard pour participer à la plus grande opération de l'histoire de Eagle, qu'on avait baptisée donc San Pedro Connection. Dans les 24 heures où j'arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on va arrêter un premier Vietnamien. Il va s'avérer qu'il est le chef de réseau d'une cellule criminelle qui communique évidemment avec des grands pontes criminels au Vietnam. De fil en aiguille, on va prendre conscience de l'ampleur du trafic d'ivoire et d'écailles de pangolin et on va arrêter une dizaine, une quinzaine de personnes au total. On va mettre la main sur une demi-tonne d'ivoire, sur 600 kilos d'écailles de pangolin. C'est vraiment des très très grosses prises, mais surtout, c'est beaucoup de gens en prison. Il faut savoir que la plupart des prises d'ivoire, d'écailles de pangolin, elles sont réalisées par les douanes. Et il n'y a pas d'arrestation. On va peut-être prendre un petit dealer de rue, enfin quelqu'un qui est pas très important, mais c'est assez rare qu'on attrape des chefs de réseau. Le New York Times va titrer là-dessus. C'est une affaire qui connaît un retentissement important et c'est parfait pour notre activité au sein d'Eagle parce que notre objectif, c'est aussi de faire peur. J'arrive, je débarque, je ne connais absolument rien. Je suis un néophyte. Je ne peux m'appuyer que sur les films que j'ai pu voir. Je fais énormément d'erreurs. Et de fil en aiguille, alors que je commence surtout à faire de l'extraction de données, alors c'est un job qui va être relativement important pour la capture des criminels, et je vais prendre beaucoup de plaisir ensuite à faire des interrogatoires. Et je suis particulièrement bon dans le domaine, moi qui n'ai jamais fait ça de ma vie, et j'y prends du plaisir. Eagle a des accords avec les différents ministères, que ce soit de l'environnement ou de la justice, ce qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Il y a des fois où on franchit la zone rouge de ce qui nous est autorisé. L'une de mes lignes rouges, c'est la torture. Le combat contre la torture, c'est quelque chose qui m'a fait m'engager dans les droits humains. Il est hors de question que pour protéger les animaux, je me lance dans la torture. Mais effectivement, on va très loin. Pourquoi est-ce qu'une ONG, déjà, devrait infiltrer des réseaux criminels ? On peut se poser la question. Lorsque l'on se met, un collègue et moi-même, à directement interroger les trafiquants. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais on va quand même le faire, histoire de déstabiliser le trafiquant. Et d'ailleurs, on a failli le payer très cher, puisque l'avocat de ce trafiquant va rappeler qu'il y a des Blancs qui ont interrogé son client. L'affaire va s'étendre sur presque 2 mois et demi au total. On se dit durant le premier mois sans arrêt, oui, on est en train de souffrir en ce moment, oui, on mange pas, oui, on dort pas, mais qu'est-ce qu'on va regretter, tout ce qu'on est en train de vivre le jour où ça se termine. On est conscient de l'exceptionnalité de ce qu'on arrive à faire. On est en train de travailler non seulement sur une affaire qui a trait au trafic d'espèces animales, mais aussi à la traite d'êtres humains. Pour moi, ancien activiste des droits humains, c'est les 2 facettes de mon combat. Je suis plus membre d'Eagle, même si on quitte jamais une organisation avec des valeurs aussi fortes. Je me suis impliqué dans cette lutte contre le trafic animalier et j'en sortirai jamais, je continuerai à le faire. Ça concerne absolument le monde entier, je dirais presque encore plus les Européens, les Moyen-Orientaux qui ont un pouvoir d'achat nettement plus élevé. En Amazonie, j'ai fait fermer différents faux sanctuaires animaliers qui se vendent comme étant des sanctuaires animaliers et quand je vois ça, je m'arrange avec toutes les techniques que j'ai pu apprendre pour les faire fermer. Donc je continue à le faire, on va dire, sans organisation, mais j'ai pas infiltré des réseaux de la taille de ceux que j'ai pu infiltrer durant mon temps avec Eagle.
Aujourd'hui, en tant que journaliste en Amérique latine, je voyage dans les différents pays. J'ai vécu la période du Covid bloqué au Pérou durant 6 mois. Et j'ai l'occasion de digérer un petit peu cette expérience exceptionnelle que j'ai vécue en Afrique avec Eagle. J'ai le temps d'analyser aussi ce qui se passe en Europe. Je vois les mouvements sociaux, les mouvements de la société civile qui se mobilisent sur les questions de réchauffement climatique et de perte de la biodiversité. Et je remarque, surtout chez les plus jeunes peut-être, une éco-anxiété. Cette éco-anxiété, telle que je l'analyse depuis mon Pérou, elle me paraît dangereuse. Lorsqu'on est anxieux, lorsque l'on est terrifié, eh bien, on ne fait rien. On attend, simplement, on procrastine. Et plus on procrastine, et moins on se sent pouvoir faire quelque chose face aux catastrophes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Une personne tout à fait normale, comme moi, qui était activiste des droits humains, mais en costard-cravate, à l'ONU, se retrouve à crapahuter sur les terres africaines pour mettre en prison des trafiquants. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire ce que j'ai fait moi, c'était ma voie, j'ai suivi ma propre voie. Mais ça veut dire que chacun d'entre nous possédons des ressources qu'on n'imagine pas. Et lorsqu'on suit vraiment ce que l'on pense être juste, ce que l'on pense être bien, on se découvre une force extraordinaire. Et plus on agit, mieux on se sent. Podcast Story réel. Racontez votre histoire. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.